Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, un bon week-end, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi c'était sympathique, je me lève le matin, je vais déjà péter mon crâne parce que je découvre des émissions, des gens qui sont censés s'opposer décrivent tous exactement le même système, sans jamais le nommer. On va regarder ça maintenant, comme d'habitude, petit pouce bleu, petit commentaire, tu connais, on va débattre, on va échanger, j'adore répondre aux petits commentaires aussi. Et venez sur ma chaîne Twitch, hein, ce soir 19h30, comme ça, tac tac, on va débattre de tout ça, tu connais. En 2016, même carton d'audience pour un complément d'enquête signé Tristan Valex qui révélait les méthodes néocoloniales du milliardaire Vincent Bolloré en Afrique. Ouais. En 2017 enfin, Cache Investigation avait dévoilé la façon dont Xavier Niel, proche soutien d'Emmanuel Macron, persécutait des syndicalistes dans ses centres d'appel au Maroc. Ouais, tous pourris finalement. Selon ce journaliste média du Canard enchaîné, seule la télé publique ose produire ce type d'investigation. Et les meilleures enquêtes qui ont été faites sur les boîtes privées et sur les milliardaires, elles ont quand même été faites par le service public. Elles n'ont pas été faites par TF1. Elles n'ont pas été faites par M6. Ça, pour faire des sujets sur les meilleures pizzas de Paris et la foire aux olives à Bandol, là, ils sont bons. Et c'est eux qui vont enquêter sur Sarko, sur Macron, sur Collère, sur Dati. Là, il n'y a personne. Hein. Donc, c'est le service public qui fait ça. Le service public, ouais. En clair, la télé publique serait devenue un caillou dans la chaussure des puissants. Vincent Bolloré n'a jamais beaucoup aimé qu'on parle de lui, mais l'été dernier, il s'est trouvé sous les feux des projecteurs. Ah les gars, vous vous rendez compte, entre 2015 et 2018, donc vas-y, un an après le mandat de Macron, entre 2017 et 2018, France Télévisions enquêtait déjà sur Bernard Arnault et sa tentative d'exil fiscal. Sur Macron, il y a de moins en moins de documentaires sur les milliardaires, genre Bernard Arnault, Bolloré, etc. Et même Xavier Niel. Ils veulent faire taire la télévision publique. On peut reprocher plein de choses sur le service public, il n'y a pas de problème. Je peux entendre. Mais ce n'est pas une théorie du complot. Pour moi, c'est une enquête documentée. La conclusion, elle est simple. Si tu veux savoir pourquoi BFM TV parle de divertissement pendant que des scandales d'État se déroulent, pourquoi CNews peut insulter les élus sans sanction de l'Arcom, pourquoi des émissions politiques de France 5 sont produites par une boîte de Xavier Niel, ami de Macron? Les gars, c'est pas un hasard, c'est un système. Macron, il a placé tous ces pions milliardaires, même au sein des médias. On a de... Vous remarquez? Franchement, je vous conseille de regarder la vidéo. Elle dure 1 heure quand même, les amis. Hein. Faut tanker un petit peu. Mais vous allez remarquer une chose. Pendant le premier et deuxième mandat d'Emmanuel Macron, on a vraiment de moins en moins d'émissions sur les milliardaires. Je te parle vraiment que sur le service public. Alors que avant la présidence de Macron, on le voit sur cette vidéo, il y en avait beaucoup. 2016 ici, bon vous ne voyez pas à la caméra, mais il y a marqué 2016, l'émission du hors-série complément d'enquête. Ah oui, c'était pas un hasard, c'est un système. Bon les amis, David Guiraud s'est fait attaquer par toute l'extrême droite. Bon, il y a beaucoup de maires RN qui ont augmenté leur salaire, mais évidemment, personne ne va en parler dans les médias. Je pense notamment au maire de Perpignan. David Guiraud, si on en fait une conclusion simple, parce que je vais pas vous lire tout le pavé aussi en stream, David Guiraud ne s'est pas augmenté par rapport à ce qu'il aurait pu toucher. Il a renoncé à 1150 € par rapport au plafond légal automatique. Donc là, on le voit, il a adopté une délibération, etc. Et il se justifie de ça. Mais oui, le poste du maire de Roubaix est mieux rémunéré sous Guiraud. D'accord? Ça, je veux bien l'entendre par rapport au précédent maire. Donc là, on parle de plus 850 €, si j'ai bien fait mes calculs. En tout cas, je parle vraiment par rapport au précédent maire. Mais la critique, elle est techniquement fondée. Donc là, c'est sur ça que David Guiraud est attaqué par l'extrême droite. Ok, je l'entends. Mais la critique, elle est techniquement fondée, comme je l'ai dit, mais politiquement malhonnête. Pourquoi? Parce qu'elle, en fait, dans tout ce bordel, c'est que le précédent maire cumuler des mandats. Eh oui, l'ancien maire cumulait jusqu'à 8000 € contre 5900 € pour David Guiraud. Donc excusez-moi, c'est malhonnête. Il le dit ici. Il le dit ici. Tac, ici, métropole de Lille, enfin vice-présidence de métropole de Lille, vice-président de la région. Le poteau, il en cumulait des mandats quand même. Hein. Donc excusez-moi, il n'y a pas de cumul de mandats de la part de David Guiraud. Et c'est tout. Ok, il s'est augmenté de plus 800 € par rapport au précédent maire, pas de souci, mais c'est misérable par rapport au cumul du précédent maire. Ah, le précédent maire, lui, c'était pas la fin de l'abondance, mon gars. Choisi de moins réguler, c'est Mediapart qui nous le révélait début janvier.
Martin Hajdari aurait même fait passer des consignes visant spécifiquement Comment l'Arcom a fermé les yeux sur les dérapages de CNews. Oh mon dieu. CNews. Écoutez ce qu'en dit Younes Abzouz, c'est lui qui avait signé ce papier. On a parlé avec des sources au sein de l'Arcom. On a également aussi obtenu des documents internes à l'Arcom qui nous ont permis d'établir que l'Arcom avait suggéré à ses services de lever le pied sur les sanctions concernant, de manière générale, les sanctions et particulièrement celles qui concernent CNews. Mais pourquoi tant de clémence en fait? Non, parce qu'on se pose la question, c'est quand même bizarre comme démarche d'aller demander aux agents de faire un peu moins leur travail. Pourquoi l'Arcom ménage Bolloré alors que l'institution a toutes les cartes en main pour agir et que c'est même une de ses missions? Ah là 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 là. On a une chaîne condamnée plusieurs fois pour racisme, une amende de 100 000 € pour des propos contre les Algériens, ça date ça quand même, des universitaires qui documentent aussi les dérives, on les voit à travers Twitter, ils publient leurs travaux, des milliers de signalements aussi de la part des téléspectateurs, de tous bords, hein. Peut-être même qu'on a des droitards qui sont anti-CNews, on n'en sait rien, et le régulateur censé faire son putain de job a reçu des ordres de moins faire son job. Après, il y a quelqu'un qui va forcément me dire en commentaire « Ouais, mais Doflas et Mediapart, c'est pas fiable. » Bon, Mediapart cite des sources internes et des documents, c'est pas des rumeurs. Le président de l'Arcom ne les a pas démentis sur le fond, et il a juste dit que tout le monde se plaint de lui, donc il est à peu près équilibré. Bon, le cœur du sujet, il est là quand même, les mecs, hein. C'est pas un argument, c'est une pirouette. T'as des élus en garde à vue pour des tweets, je pense notamment à Rima Hassan. T'as CNews condamné plusieurs fois pour racisme et l'Arcom n'agit pas. L'Arcom reçoit même l'ordre de lever le pied, en mode « Laissez tranquille CNews, s'il vous plaît les gars, tranquille, tranquille. » Ah là là là. Vous voulez faire quoi avec des mecs comme ça, sérieusement? Les repas peuvent mal se terminer quand on discute de politique. Robert Ménard publie lettre à Clara, une lettre à sa fille de 24 ans, féministe anticapitaliste insoumise. Insoumise? Ah ouais, donc, ok. Mère soutenue par le RN versus sa fille qui est devenue anticapitaliste. Oh là 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 là. C'est un livre que vous avez beaucoup galéré, qui vous a pris beaucoup, qui vous a fait du mal à écrire. C'est pas un livre que vous avez écrit facilement. Pourquoi? Moi, j'ai écrit une dizaine ou une quinzaine de livres politiques. Je suis comme vous, je suis journaliste, je sais écrire des choses comme ça. Là, c'est autre chose. C'est à la fois, j'essaie de trouver les mots pour parler à Clara, tant j'ai du mal à lui parler de vive voix, tant les repas peuvent mal se terminer quand... Encore heureux, frérot, le mec qui doit parler d'immigration et tout, ça doit être un enfer à écouter, ce gars. Oh, un enfer. Par contre, c'est ouf comment les médias déroulent le tapis rouge pour Robert Ménard, que ce soit le service public ou même les médias privés. Waouh! On discute de tel ou tel sujet politique. Il est plus présent à Paris qu'à Béziers, le poteau. Et je me suis dit, je vais lui écrire parce que ça me laisse le temps de reprendre une phrase, de faire attention, de peser les mots et tout. Et je vais essayer de lui dire à quel point je l'aime par-dessus tout, et à quel point je suis troublé, blessé. Je ne comprends pas qu'on ait à ce point des désaccords sur des choses qui me semblent essentielles. Justement, parce que ça c'est... Oh là 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 là. Soutien à Clara, mon père est aussi un faf, mais heureusement c'est moi qui écris des livres. Ah, je suis mort, putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu, ça doit être compliqué. Dites-moi en commentaire, les amis, si vos darons, vos papas, mamans et tout, comment ça se passe les discussions de table à Noël ou même tous les jours, hein. Franchement, moi j'ai de la chance. Ma mère, elle a une sensibilité très à gauche, donc pour le moment, je suis bien. Je ne sais pas ça va se passer comment dans 10 ans pour elle, mais pour le moment, elle est très à gauche, donc ça va. Je suis plutôt bien béni pour tout ça. Il n'y peut rien en fait. Il n'y a pas de responsable en soi. C'est ce monstre qu'est l'administration. Et écoutez ce qu'il dit, parce que c'est pas un détail. Comme vous le savez, le détail n'existe pas. Donc, le fisc présente ses excuses. Ah, j'avais suivi sur Twitter cette histoire d'un otage, un ex-otage, où le fisc a attrapé sa veste. Oh putain. Écoutez, Benjamin Briard, ex-otage en Iran. Et en Iran en plus. Il est interrogé par nos amis du Figaro. Il n'y a aucun suivi, aucun accompagnement, aucune aide. Il faut serrer les dents en rentrant. Et c'est pas qu'une question de ressources financières. C'est aussi une facilitation administrative, une prise en charge psychologique, et pas que à l'hôpital, et pas que à Paris, puisque nous n'habitons pas tous à Paris. C'est une facilitation administrative si vous n'avez pas déclaré vos impôts pendant 4 ans. Moi, on me fera le reproche de ne pas l'avoir fait ou que ma famille ne l'a pas fait. Effectivement, vous racontez cette anecdote. C'est dingue ça. On vous dit, mais pourquoi vous n'avez pas déclaré vos impôts? Vous dites, j'étais en prison. Ouais.
Mais en prison, on peut le faire avec une assistante sociale. En France, pas en Iran. Et ma famille n'a pas pu s'en occuper. Et tant bien même, j'avais... C'est vrai qu'en prison, faut continuer à déclarer ses impôts. Ça me paraît lunaire quand même. Ma famille, si on met en moyenne 15 minutes toutes les 4 à 6 semaines au téléphone, vraiment les impôts, ça m'a échappé. Enfin, c'est un peu lunaire comme situation. Mais... Bah ouais, le mec il est en prison en Iran, tu penses vraiment qu'il va il va penser à sa feuille d'imposition? Non mais l'État français, s'il vous plaît. Je n'en veux pas à la personne qui est en face de moi. Maintenant, j'en veux pas forcément non plus à un système. Par contre, je demande à ce système de se bouger. Il a pas tort, les amis. Pas la bêtise d'une fonctionnaire, c'est pas un bug informatique, c'est un système. Moi, je le vois de mes propres yeux. Hein. C'est un système qui traite un otage d'État, un otage français, exactement comme il traite un contribuable lambda, quoi. Parce qu'il est incapable de faire la différence. Moi, je trouve ça dingue. J'ai des problèmes aussi avec les impôts, parce que je suis sorti du versement libératoire parce que je suis auto-entrepreneur, mais ils me l'ont jamais précisé. Ils me l'ont jamais dit. Il aurait pu avoir un bug, il aurait pu avoir un coup de téléphone en mode « Monsieur, vous avez dépassé le plafond, vous êtes maintenant dans les impôts sur le revenu, donc le truc classique quoi, mais ils m'ont jamais rien dit. » Donc, entre 2023 à 2026, je suis sorti du système sans le savoir. Du coup, ils me demandent la différence. Moi, ça me dérange pas. Moi, je veux payer, il n'y a pas de problème. Je veux payer, je veux m'acquitter de mes impôts, il n'y a pas de souci. Mais sortir autant d'argent, là, maintenant, tout de suite, c'est un peu chiant, quoi. Il faut me prévenir. Fallait me prévenir depuis 2023. Comme ça, j'aurais pu rectifier le tir depuis 2023. Donc, quelqu'un dans le chat va me dire « Ouais, mais Dofla, c'est juste une erreur administrative. Ils se sont excusés. » Non, mais les gars, les excuses, ça fait pas tout. En plus, je crois ils ont fait leur excuse à travers un tweet. Je crois qu'il y a eu un tweet. Ils ont aussi débunké une fake news, etc. Mais bon, les potos, je crois que le fisc s'est excusé un dimanche. et les gars, il y a aussi un truc que je veux préciser. Ils se sont excusés uniquement parce que c'est devenu public, parce que c'est devenu viral, parce que tout le monde en parle. Uniquement pour ça. Posez-vous les bonnes questions. En France, on a cette capacité à utiliser des images satellites de l'intelligence artificielle pour vérifier si tu as une piscine non déclarée. Ils avaient fait un reportage sur ça l'année dernière, je crois, sur France Télévisions. Mais on est incapable de mettre un drapeau dans un dossier qui dit « Cet homme était un otage en Iran ». T'es otage. Il était otage, ne lui réclame pas ses impôts comme ça, frérot. Enfin, il y a une manière de le faire. Présidentielle 2027, le PS n'est pas en ordre de bataille. Commençons par l'essentiel, un projet. Putain, oh là là, Jérôme Gage. Au sein du Parti Socialiste, en ce moment, il y a un petit peu d'électricité dans l'air. Je ne pense pas que vous allez me dire le contraire. Ou de l'eau dans le gaz, si on veut poursuivre la métaphore énergétique. Voilà. La semaine dernière, Karim Ouamran, le maire de Saint-Ouen, appelait à la démission d'Olivier Faure. Hier, c'est l'ex-premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, qui lui demandait soit de démissionner, soit d'organiser un congrès. Quant à Boris Vallaud, le patron des socialistes à l'Assemblée nationale, il a claqué la porte du bureau national mardi soir. Rien ne va plus chez les socialistes. Intéressant tout ça. Je vous rappelle que Jérôme Gage, il a envie de faire la présidentielle 2027 tout seul, tranquille, pas de primaire, rien du tout. Il fait cavalier seul en quelque sorte. On a le sentiment quand même que beaucoup veulent le mettre en minorité. Intéressant. Quelle est votre position ? Dans un an, il y a une élection présidentielle. Et l'enjeu, c'est d'être en ordre de bataille pour éviter la victoire du Rassemblement national et surtout offrir une réponse aux souffrances, aux inquiétudes et aux espérances de nos concitoyens. C'est dans cet esprit que j'ai présenté ma candidature à l'élection présidentielle pour mettre sur la table ce que moi j'appelle la ligne d'une gauche responsable, républicaine, universaliste, laïque, écologiste, sociale, qui... Ah, toujours les mêmes mots de merde, toujours les mêmes ordinateurs qui répètent les mêmes phrases en boucle, les mêmes phrases préparées à l'avance. Oh mon Dieu, il n'y a plus de spontanéité maintenant les amis, c'est ce qui manque un petit peu en quelque sorte. Ne cède pas au bruit et à la fureur, mais qui n'est pas dans l'impuissance Ah, bruit à la fureur, qui ne cède pas à la France insoumise en quelque sorte. De la fin d'un macronisme déliquescent. Et donc moi, je n'ai qu'une seule proposition à faire aujourd'hui, c'est que nous ayons la formulation d'un projet. Le Parti Socialiste, Boris Vallaud l'a dit lui-même, n'est pas en ordre de bataille. Pas de projet sur la table, pas de méthode pour désigner un futur candidat à l'élection présidentielle. Commençons par l'essentiel, un projet. Rassemblons les hommes et les femmes de bonne volonté sur cette orientation politique. Raphaël Glucksmann en fait partie, Yannick Jadot en fait partie, Boris Vallaud en fait partie, tous les socialistes. Et ensuite, on fait Delga, quoi ? Ensuite, Mickaël on fait quoi ? Delafosse, Une fois qu'il y a un projet. Et ensuite on fait quoi exactement ? On fait une primaire ou
expliquez-nous, monsieur Jérôme Guez. Oh, attends, on ne modifie pas les noms de famille, sinon je vais avoir des problèmes. Ah, ça y est. On fait quoi? Comment on départage Doucement. quand même la Eh bien, vous savez, figure, la tête de il y cour? aura un moment de responsabilité. Voilà, bien sûr qu'il ne faut pas multiplier les candidatures. Moi, j'ai présenté la mienne pour défendre une orientation politique parce qu'à gauche, je ne veux pas qu'il y ait une sorte de fuite en avant et de flou artistique qui n'est pas ferme sur des principes. La politique, ça commence par des valeurs. Ce sont celles que j'ai rappelées, la laïcité, le refus de la brutalisation du débat politique, mais aussi une orientation radicalement à gauche pour s'attaquer aux problématiques Mais de la vulnérabilité, suite, de dignité, de souveraineté, tout ce que nos concitoyens attendent de décideurs politiques. S'il n'y a pas de primaire, c'est quoi? C'est la loi des sondages? On laisse tout ça Alors là, vous décanter? voyez, je fais le pari de l'intelligence collective. Si nous avons une orientation politique sur quelques propositions, sur le logement, sur le soutien au pouvoir d'achat, sur une nouvelle sécurité sociale qui accompagne toutes les vulnérabilités, sur notre indépendance énergétique et, donc, une il se logique de passera quoi? souveraineté agricole, alors à ce moment-là, nous aurons le candidat ou la candidate qui se dégagera Comme par naturellement. miracle. Vous savez quoi? Le C'est une- Saint-Esprit, tout Mais d'un moi, coup. je veux pas céder au crétinisme. Bah ouais, ça va être comment, mon gars? Genre, s'il n'y a pas de primaire à gauche, ils vont devoir statuer comment pour désigner un candidat? Les sondages! Les sondages truqués par Iflop et Ipsos ou je ne sais pas quel autre institut! Mais c'est pas sérieux, ça! Présidentiel, il n'y a pas d'homme ou de femme présidentielle. Il y aura un collectif. Mais au final, on a beaucoup reproché à Mélenchon l'Assemblée, la démocratie interne au sein de la France Insoumise. Mais au final, Mélenchon, il y a eu des débats internes, etc. pour désigner un candidat. Mais le PS, il va se passer la même chose en fait. S'il n'y a pas de primaire et s'il n'y a pas un candidat unique issu du sondage, j'en sais rien, ils vont forcément aussi utiliser les mêmes méthodes de la France Insoumise pour désigner un candidat. Donc ces mecs-là reprochaient la démocratie interne à la France Insoumise, mais au final, ils vont faire la même chose. Il n'y aura pas de primaire à gauche, le chat. Il n'y aura pas de primaire à gauche. Ils vont utiliser les mêmes méthodes de la France Insoumise pour désigner un candidat, un seul candidat. Et s'ils ne s'entendent pas, il y en aura plusieurs. Et c'est tout au sens. Oula, j'arrive même plus à parler, frère. C'est tellement déconcertant que j'en perds mon français. J'en perds mon français. Ces mecs-là passent leur temps à critiquer la France Insoumise, mais au final, ils vont utiliser les mêmes méthodes. Et s'ils ne se mettent pas d'accord sur la méthode, il y aura plusieurs candidats du Parti Socialiste. Donc la crise va continuer. C'est plus facile à dire maintenant. Eh putain, écoutez du Jérôme Guedj, ça me fait perdre mon français carrément. J'ai un virus ou quoi? Était souvent bafoué. Mais il y a aussi une cause économique très profonde. Quand Orban, au début de son dernier mandat, est arrivé, il avait poussé pour l'augmentation des salaires. C'était une période florissante, grâce notamment au soutien de l'Union européenne. Aujourd'hui, il y a une telle inflation que tous les gains enregistrés par les Hongrois au début des mandats de Orban sont disparus. Elle en pense quoi, Marine Le Pen, de tout ce bordel là? L'extrême droite, Donald Trump, Javier Milei de l'Argentine ont disparu. Et donc, ça explique aussi ce vote assez massif. Et puis, il y a aussi une différence d'âge. Orban a 62 ans. Peter Maia en a 45. Donc c'est un changement, presque de génération en tout cas. C'est un jeune libéral conservateur, c'était quelqu'un de centre-droit, pour expliquer d'où il vient et ce qu'il est. Oui. Oh mon Dieu, c'est un droitard le gars qui a remplacé Viktor Orban. C'est comme si t'avais remplacé le maire de Nice là. Comment il s'appelle? Christian Estrosi par Éric Ciotti. Pipi remplace caca. Putain. Et qui s'inscrit, je dirais, dans la ligne au centre-droit de la majorité du Parlement européen. Il est d'ailleurs lui-même député européen. C'est comme député européen qu'il a commencé sa carrière politique et que son ascension a démarré. En tout cas... Il parle ce soir, Ulysse, d'une victoire, d'une défaite douloureuse, mais ça n'est pas non plus une surprise. On rappelle que les derniers sondages donnaient quand même une nette avance à son opposant. Alors, c'est pas une surprise, mais vous savez, en politique, on dit jamais c'est fini, et on veut toujours... Poutine qui perd un allié de taille. D'ailleurs, il y a des infos comme quoi Viktor Orban, il donnait des informations privées, secret défense au régime de Poutine. C'est inquiétant quand même. C'est de garder le pouvoir. On l'a vu encore récemment en Donald France. Trump, 16 ans quand même. 48 heures, qu'est-ce qu'il a dit? Après la visite de son vice-président, il a dit, si Orban gagne, je subventionnerai à nouveau la Hongrie et je ferai un don de 10 milliards de dollars à la Hongrie. Donc, ils ont essayé, je pense, les Américains, jusqu'au bout, enfin l'Amérique de Donald Trump, d'empêcher la défaite de Viktor Orban. Ça n'a pas fonctionné. Ingérence. Tant le mécontentement était profond dans la population pour des raisons économiques. Je viens d'en parler. Oh là 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 là, ingérence étrangère, mais on va rien dire en France évidemment. Orban n'a pas perdu parce qu'il était trop autoritaire, les mecs. Le mec, il est Premier ministre depuis 16 ans. Les Hongrois, ils savaient
il savait qu'il était autoritaire depuis 16 ans, justement. Il a perdu parce que le pouvoir d'achat s'est effondré, parce que l'inflation a effacé 10 ans de gains salariaux en 3 ans. Donc le mec, il vient de te l'expliquer à la télé. Et là, posez-vous une question simple, les amis. Qui vient de vivre exactement la même chose en France ? Les Français. Là, en ce moment, on mange l'inflation depuis pendant le Covid, en fait. Pendant le Covid jusqu'à aujourd'hui, il y a des prix alimentaires qu'on va plus jamais retrouver d'avant le Covid. C'est fini. Des salaires qui n'ont pas suivi, un pouvoir d'achat qui s'effondre depuis maintenant 3 ans, c'est une catastrophe. Et le cœur du sujet, il est là, les amis. BFM TV t'explique pourquoi Orban a perdu en Hongrie, sans réaliser qu'il décrive exactement la situation française. Donc là, c'est la fin du macronisme, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que le prochain président va réussir à relancer le pouvoir d'achat ? La même colère, elle existe ici aussi, les amis, hein. La même colère, elle existe ici aussi et on cherche une porte de sortie. Donc en 2022, elle a failli trouver cette porte de sortie à 600 000 voix près. C'était Mélenchon.